Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes là au dernier grand rendez-vous de cette semaine. Pour le compte de cette semaine, lundi prochain, ce sera un autre grand rendez-vous. Mais d'abord, on aura deux plateaux consacrés à l'agriculture, précisément aux volailles, le poulet local. On aura également un musicien ici sur ce plateau. Mais avant d'aller plus en détail dans le menu voilà, du grand rendez-vous de ce soir, voici la météo. Merci donc à tous ceux qui nous suivent depuis la capitale, depuis Porto Novo, la ville au Trois-Noms, Rogbonou, Ajachet, Porto Novo. Merci à vous tous qui nous suivez depuis cette ville-là. Ben, il faut dire, hein, il est 19h passé, c'est un autre jour qui tire ici à sa fin, mais c'est une autre page qui se referme. Nous allons y inscrire avant qu'elle ne soit totalement refermée, le grand rendez-vous de ce jour. Et alors, nous allons recevoir sur ce plateau, pas comme Alomankpe, il est promoteur culturel, précisément gestionnaire de patrimoine culturel. Et avec lui, on va parler dans la rubrique Horizon Culture de la consommation des produits musicaux. Les artistes s'adaptent au marché. Et voilà les images que nous envoie la réalisatrice. Nous aurons Pakom Alomankpe sur ce plateau, gestionnaire de patrimoine culturel, pour aborder le sujet. Comment est-ce que les artistes s'adaptent au marché musical? On va l'aborder. Nous aurons dans Esper, qui sera d'ailleurs le premier plateau de ce grand rendez-vous. Nous aurons Esper qui reçoit Nicolas Achoton Touko. Il est agripreneur. Avec lui, on va parler de poulet local, le marché en demande permanente. Le poulet local, communément appelé bicyclette, poulet bicyclette. Est-ce que le nom est adapté? Nous aurons l'invité qui va nous donner tous les détails. Nous allons à présent retourner l'antenne à la rédaction pour nous présenter le menu du 19h45 de ce soir. Et ce sera avec, bien sûr, Monsieur Ulvaeus Balogun. Je ne saurais oublier ce nom-là quand même. Ulva, comment vous allez? Ça va très bien, heureuse. Et vous-même? Je vais très bien, je me porte très bien. Vous venez tout droit de Porto Novo, on dirait? Oui, absolument. Le week-end s'annonce c'est très traditionnellement vôtre. N'est-ce pas? Ça vous va très bien. Alors, qu'aura-t-on au menu de ce soir? Alors, au menu de ce soir, nous parlerons des détenus des maisons d'arrêt et des prisons qui poussent désormais un ouf de soulagement, eh bien parce qu'ils bénéficient depuis peu de matériels médicaux devant faciliter leur prise en charge sanitaire. Nous parlerons également des technologies de l'information et de la communication qui sont aujourd'hui considérées comme un étrange efficace pour accélérer la transformation du secteur agricole, la finance digitale pour accroître l'agriculture.
Et pour finir, nous parlerons des bienfaits de la pierre d'Alain. On connaît son pouvoir déodorant, mais elle a également d'autres qualités qu'on lui connaît très peu. Voilà en gros le menu de l'actualité de ce soir. Merci Ulvaeus et j'espère que le reportage sur la pierre d'Alain va préciser que c'est également source de cancer lorsque certaines femmes l'utilisent pour leur toilette intime. Il y a un spécialiste qui l'a dit, j'espère que le reportage va le notifier. On va suivre cela lorsqu'il va sonner 19h45. Donc, Ulva, on se dit à tout à l'heure, n'est-ce pas? À tout à l'heure, sans faute. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je le disais tantôt, le tout premier plateau de ce soir, c'est Esper. Nous recevons aujourd'hui un agripreneur, il s'appelle Nicolas Aroton Touko. Vous le voyez d'ailleurs, Monsieur Touko, merci d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir madame. Vous parlez ce soir de poulet local, on n'en trouve pas sur le plateau, mais je sais qu'on peut facilement reconnaître cela sur nos marchés, n'est-ce pas? Oui. Alors, lorsqu'on parle du poulet local, le marché qui est en demande permanente, ben, on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est réel d'ailleurs? Merci beaucoup, madame. Permettez-moi de notifier quelque chose rapidement parce que vous dites tout à l'heure... Pour les bicyclettes. Pour les bicyclettes. Voilà. En fait, aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à appeler notre volaille locale pour les bicyclettes. Ben pourquoi? Quand nous parlons de volaille locale, nous avons les poulets qui sont dedans. Et cette espèce de poulet est l'une des espèces qui est plus rentable plus que toutes les espèces de volailles que nous avons. Ah bon? Et une espèce qui est rentable, comment pouvons-nous l'appeler bicyclette? Non, nous avons choisi... Ça ne valorise pas le produit, c'est cela? Non, ça diminue sa valeur et ça fait que beaucoup ne s'intéressent pas à ce type d'élevage parce que le nom est biaisé. Non, mais quand on sait qu'aujourd'hui la demande est en forte croissance, quand même le nom ne joue encore aucun problème là. Oui, pourquoi la demande est en forte croissance? C'est parce qu'il n'y a pas la production. Si on ne produit pas, où est-ce que nous pouvons trouver la matière première pour pouvoir vendre? Donc, ça n'intéresse pas la majeure partie des agripreneurs qui s'intéressent plus à l'élevage, à l'aviculture en général. Mais aujourd'hui, une fois déjà que nous savons que cet type de volaille, nous l'appelons désormais poulet de richesse. Ça fait que... De poulet bicyclette. Poulet de richesse. Poulet de richesse. Oui. On espère que cela va nous apporter de la richesse chaque fois qu'on en consomme. Ça nous apporte beaucoup de richesse pour celui qui élève et aussi pour celui qui en consomme. Parce que c'est d'abord un animal purement, l'élevage est purement naturel, écologique et c'est le seul type de volaille qui n'admet pas les hormones. Parce que si vous lui administrez des hormones, elle ne répond pas. Ah bon? Elle ne répond pas. Donc, si nous avons cet animal qui ne répond pas aux hormones, vous savez que c'est bon pour la santé. La santé, tout à fait. Donc, c'est pourquoi nous l'avons appelé poulet de richesse. De richesse. La santé, c'est quand on ne débourse pas pour traiter les maladies, c'est qu'on est riche. Oui. Mais vous confirmez que le marché demande réellement les poulets les poulets de richesse. Poulet de richesse. Aujourd'hui, quand vous allez dans nos campagnes, vous allez constater que presque tous les jours, il y a toujours des bonnes dames qui passent dans les maisons pour en chercher. Et quand ces bonnes dames en cherchent, ils achètent. Elles amènent ça plutôt dans les grandes villes pour pouvoir satisfaire les restos, les hôtels et autres. Donc, la demande sur le marché aujourd'hui, presque tous les partenaires, presque tous les étrangers, les touristes qui arrivent ici au Bénin aujourd'hui, demandent plus à consommer cette espèce de volaille que nous avons. Les consommateurs sont beaucoup plus étrangers. Sont beaucoup plus étrangers et aussi la consommation interne est beaucoup plus orientée vers notre tradition. Et quand vous voyez notre tradition, les sacrifices, que ce soit tout ce qu'on fait dans notre tradition. Donc ce sont les vaudouinons et autres qui demandent souvent ce type de poulet pour leur rituel. Au niveau aussi, nous allons donner une statistique par rapport à la demande
nationale, nous pouvons dire que notre tradition en consomme à près de 85% ce que nous produisons. Waouh! Notre tradition. Et les étrangers en consomment. Autant de poulet à nos fétiches? Oui, je peux le confirmer, madame, parce que nous sommes des producteurs et nous savons ce que nous produisons et nous savons le marché de consommation en réalité. Mais en ce qui concerne les étrangers en consomment énormément. Énormément s'ils viennent dans notre pays. Nous n'allons pas parler de volailles importées, puisque quand je veux même en venir. On sait quand même que le volaille importé inonde le marché. Et pourtant... Oui, inonde le marché pour ceux qui n'ont pas encore tellement d'informations sur la consommation de cette viande. Si vous avez tellement d'informations dedans, vous allez constater que même dans les pays dans lesquels cette viande est produite aussi, quand vous allez dans ces pays, ce n'est pas au même prix que le prix que nous achetons au Bénin. Et si nous voyons le transport, c'est plus cher dans les pays où c'est produit, plus que dans notre pays, par exemple. Et si nous devons faire une petite analyse par rapport à cela, nous pouvons dire, bon, est-ce que ce qui est venu est de qualité? Point d'interrogation. Nous ne pouvons pas le confirmer parce que nous ne sommes pas les techniciens dans ce domaine. Mais pour vous qui maîtrisez, je ne dirais pas quand même le domaine, entre le local et l'importé déjà au goût, quelle est la différence? Quels sont les avantages du local? La différence est très nette. Quand vous consommez le local, je ne saurais le dire, mais vous avez une nette différence. C'est plus tendre. C'est plus tendre. Aussi au niveau des os, vous ne pouvez pas casser les os avec votre dent, alors que l'autre, vous pouvez même broyer les os. Oui, pour le local. Non, pour l'importer, pour la viande importée, la volaille importée, vous pouvez broyer les os avec les doigts même. Par contre, pour notre volaille locale, vous ne pouvez pas broyer avec... D'accord. Mais là, le poulet local, une volaille tant appréciée, surtout au niveau des maquis. Au niveau des maquis même. Est-ce qu'il y a des spécialités qui exigent, qui ne demandent que la volaille, notre poulet local? Oui, il y a des spécialités qui ne demandent que notre volaille locale, puisque de façon sanitaire, il y a beaucoup de conseillers nutritionnistes qui orientent plus les gens, ceux qui doivent consommer de la viande, vers la consommation de la viande de volaille locale. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut satisfaire cette demande qui est en permanente? Pour satisfaire cette demande... Qui est en permanence, voilà. Oui. Pour satisfaire cette demande, il faut aller à la production. Et pour aller à la production, il faut maîtriser les techniques d'élevage, puisque les atouts pour ce type d'élevage ne sont rien d'autre que la multiplication est rapide. Et les techniques ne sont pas difficiles à maîtriser. Parce que si vous maîtrisez les techniques, avec une poule, vous pouvez faire une recette de 100 000 francs, par exemple, par an. Vous pouvez faire une recette de 100 000 francs par an avec une poule. Une seule poule? Une seule poule, si vous maîtrisez les techniques. Alors que ces techniques ne sont rien d'autre que ce qu'on nous enseigne dans nos maisons, ce qu'on nous enseigne. Il est vrai, ces techniques ne sont pas enseignées dans les grandes universités aujourd'hui, dans les lycées aussi, lycées agricoles aussi. Mais ce sont des techniques que nos parents maîtrisent et que nos parents sont en train de transmettre de jour en jour à la génération. Donc vous ne l'avez pas appris quelque part? Non, je l'ai appris chez l'État, je dirais auprès des parents. Mais ceux-là qui sont peut-être de petits éleveurs de poulets local déjà, est-ce que vous pouvez leur donner cette technique-là? En quoi consiste-t-elle? Oui, bon, par exemple, si nous voulons amener une poule à pondre plusieurs œufs, par exemple, nous pouvons essayer de suivre notre poule. Nous allons la laisser jusqu'à la fin de son premier geste d'abord. Elle va pondre, elle va éclore et après l'éclosion, maintenant, elle fait sortir les poussins. Nous allons l'identifier. Nous savons
quel nombre d'œufs et cette poule a pondu pour son premier geste. Et après, lors de son deuxième geste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'observer. Et si, par exemple, c'est 10 œufs, elle avait pondu, maintenant, nous l'observons lors de la moitié plus 1. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'elle va pondre désormais 5 plus 1, c'est-à-dire au 6e œuf, nous allons prendre cette poule. Quand nous prenons cette poule, il y a 2 techniques que nous pouvons utiliser. Nous pouvons la mettre dans de l'eau. Si la poule sort immédiatement des œufs, nous pouvons prendre la poule, nous la mettons dans l'eau et nous la sortons comme ça. Nous essayons de la secouer un peu et on la laisse. La poule va encore reprendre à pondre à partir de 1. Et à chaque fois, arrivé à 6, nous reprenons l'expérience, Si vous reprenez l'expérience, vous pouvez amener la poule à pondre jusqu'à 60, jusqu'à 80 œufs. Et en ce temps, vous essayez d'identifier les œufs féconds et les œufs non féconds. Vous identifiez les œufs féconds et les œufs féconds, vous les rassemblez. Les œufs non féconds, vous les mettez directement dans la consommation. Et on peut toutefois les acheter parce que si vous êtes éleveur ou éleveuse, vous ne pouvez pas, votre poule ne peut pas prendre 10 œufs et peut-être couver les 10 œufs et après ces 2%, elle va donner. Non, vous devez savoir si les œufs sont féconds ou si les œufs sont non féconds. La deuxième technique que vous pouvez utiliser aussi, vous allez observer cette poule toujours à la 6e ponte, vous allez toujours l'observer et juste quand elle sort, vous prenez la poule et vous essayez de faire une rotation de 3 à 5 minutes avec la poule. Tel que vous faites le mouvement là. Le mouvement là. 3 à 5 minutes avec la poule et vous la laissez. La poule va reprendre la ponte à partir de 1. Et à chaque fois, arrivé au niveau au 6e, chaque fois vous reprenez, vous pouvez suivre ça jusqu'à ce qu'elle peut pondre jusqu'à 60 ou 80. Mais est-ce que c'est cette technique ou bien ces 2 techniques-là ne détruisent pas la qualité des œufs ou... Non, en fait, ça ne Parce que là, ce n'est pas dans l'ordre normal des choses. L'organisme de l'animal est bouleversé. Non, son organisme, ça ne bouleverse pas. Rien. Ça ne bouleverse rien. Ça ne détruit même pas la qualité des œufs. Si vous ne le faites pas, la poule qui avait la capacité de pondre peut-être 15 œufs, quand elle pond les 15, vous pouvez, parmi les 15, il y a toujours quelques 2 ou 3 non féconds. Et les non féconds n'étaient pas identifiés. Si ce n'est pas identifié... Mais est-ce qu'il y a une technique pour identifier, pour les éleveurs amateurs, identifier les œufs féconds des œufs non féconds? Oui, il y a des techniques. Il y a la technique pour pouvoir identifier les œufs féconds et les œufs non féconds. Les techniques, vous pouvez utiliser une lampe torche par exemple. Une lampe torche et en pleine nuit, vous prenez l'œuf. Vous voyez, quand vous voyez un œuf, vous savez que l'œuf a 2 bouts. Vous prenez les 2 bouts, vous les observez comme ça, vous prenez votre lampe torche. Pas une torche de téléphone portable, non. Vous prenez une torche avec peut-être, si c'est une batterie chargeable, vous chargez bien. Ou bien si c'est des piles que vous voulez utiliser, vous mettez une 9 piles dedans et vous l'observez bien. Vous tenez l'œuf comme ça, vous fermez un œil. Et maintenant, vous plaquez, vous allumez et vous mettez au niveau d'un œil ouvert. Quand vous allumez, vous allez sentir que la lumière traverse directement l'œuf pour frapper votre œil. Et quand la lumière traverse et frappe votre œil, sachez que ce œuf est non fécond. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il n'y a pas de vie. Mais quand vous allez faire, et vous allez constater que l'intérieur est troublé. Est troublé plutôt. Quand vous constatez cela, vous déposez gentiment l'œuf. Mais pour le faire, il faut nettoyer ses mains d'abord. Puisqu'il ne faut pas avoir du sel à la main pour pouvoir toucher un œuf. Ça empêche la poule de continuer la couvaison après. D'accord. Mais pour terminer, que gagnerait notre pays? Vous avez dit que c'est aujourd'hui, la demande est forte, mais la production ne répond pas encore. Qu'est-ce que le Bénin gagne
hein, à promouvoir ce type de l'élevage de la volaille locale? Le Bénin va beaucoup et le Bénin a beaucoup à gagner dans l'élevage de la volaille locale. Sur le plan de l'emploi, si chaque jeune peut se lancer dans la production de cette espèce de volaille, c'est-à-dire dans l'élevage, vous allez comprendre que le chômage, le taux de chômage va diminuer. De l'autre côté, au niveau de l'économie, vous comprenez avec moi que chaque week-end, nous consommons de la viande de volaille. Nous consommons énormément. Mais si nous avons notre volaille qui est ici, et c'est notre volaille que nous achetons, vous allez comprendre que l'argent va circuler. Au lieu qu'on prenne des milliards pour aller acheter à l'extérieur, on pouvait déjà encourager la production nationale et on achète ici et on les revend dans les mêmes conditions que la viande qu'on Et en même temps, accompagner les transformateurs, ceux qui sont dans les restaurants et surtout les consommateurs les poissonneries, aussi. Quand nous allons dans nos poissonneries, on peut désormais acheter la viande de notre volaille jusqu'à ce que, si chaque ménage pouvait le faire, jusqu'à ce que nous pouvons avoir notre volaille que nous pouvons aussi exporter, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et les gens viendront des pays étrangers. Pas besoin donc d'interdire l'importation, de l'importer des poulets congelés, comme on le dit souvent, n'est-ce pas? Il faut juste encourager la production. La production, tout simplement. Tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Aroton. Tout comme avec vous, on a eu un certain nombre d'informations et des informations très, très, très importantes pour nos éleveurs. Vous êtes agripreneur, avec vous, on a parlé des poulets locaux. Le marché est en demande permanente. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Esper. Nous allons installer à présent le tout dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir. C'est Horizon Culture. Nous sommes avec Achille Zohon, il est consultant en patrimoine et paysage culturel, je vais y arriver. Et avec lui, on va parler de la musique, un patrimoine immatériel qui peine à être valorisé dans notre pays. Mais d'abord, avant d'avoir l'Esper, on va suivre ce reportage réalisé par Yasmine Damanta sur le marché des festivals. Manifestation à caractère festif. Le festival est organisé autour d'une activité liée au spectacle, aux arts et loisirs. Au-delà de son aspect artistique, le festival constitue un moteur important de développement. Et c'est à travers le marché qui s'y anime. Il peut se dérouler en une journée ou s'étendre sur plusieurs jours. Pour un artiste, un marché, c'est un lieu où, même s'il n'a pas... il ne va pas aller jouer, il faut qu'il participe. Parce que c'est un milieu, où, certes, où il y a les businessmen, le show business, mais en même temps, c'est un lieu d'apprentissage. Souvent, ce sont des patrons de festivals ou des patrons de salles ou des patrons de circuits de diffusion. Et quand ils viennent, ils regardent ce qui leur plaît, ils choisissent pour animer leur saison. Et donc, c'est déjà fondamentalement un marché. Mais au-delà de ça, quand un État prend la responsabilité de financer ou d'ouvrir un marché culturel, c'est qu'en aval, d'abord en amont, il a travaillé à mettre en place des outils, des leviers, pour qu'en aval, il recueille un certain nombre d'avantages financiers, économiques, mais aussi diplomatico-culturels. Parce que quand c'est bien fait, l'image qu'on garde du pays renforce la capacité du pays à rentrer dans un quota de tourisme, le vend davantage au monde, parce que ceux qui sont venus retournent avec une belle image, qu'ils diffusent un peu partout. Vous voyez, c'est une économie à plusieurs échelles. Dans une salle où tout le monde est mélangé, tu ne sais pas qui a porté quel genre de ceinture.
Peu connu du public béninois, le marché des festivals est une sorte de commerce qui permet à l'artiste de se mettre en valeur. Toutefois, il est important de disposer de quelques atouts avant d'aborder cet univers. Pour prétendre aller jouer sur le festival, il faut d'abord reconnaître quel est le type de musique que je fais et le travailler. Et après cela, se donner les moyens qu'il faut, le matériel qu'il faut pour qu'on puisse être très vite vu. Après ça, il faut aller soi-même à la recherche de ces différents festivals qui ont les mêmes caractères que la musique que vous faites. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que la majorité des Béninois ne vont pas vers les informations. Ils attendent que les informations leur viennent. Et moi, par exemple, ce que je fais, je me suis abonné sur Facebook à beaucoup de maisons de festivals. De sorte que dès qu'il y a quelque chose, ça me vient. Et moi, je traite, je vois, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Je choisis et je postule. Parce que ça fait partie du processus pour pouvoir espérer un jour jouer sur un festival et pas les moindres. Aussi bénéfique qu'il soit, le marché du festival reste un potentiel levier de développement pour l'artiste et pour une nation. Les petits seins. Je laisse ces grands surnoms ce qu'ils ne trouvent pas chez les légitimes femmes. Merci. Merci à vous, Yasmine Damanta. On retrouve donc notre invité, Achille Zoron, consultant en patrimoine et paysage culturel, pour aborder le sujet concernant la musique, qui est un patrimoine culturel immatériel qui peine à être valorisé dans notre pays. Alors, Monsieur Zoron, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi. Déjà, votre week-end s'annonce très bien. Tout à fait, oui. Un programme bien riche, c'est sûr. Tout à fait, oui. D'accord. Culturellement parlant. Oui. Culturellement parlant. Oui. Il y aura de la bonne musique à coup sûr. Oui, la bonne musique, des événements festifs, ça et là, sur lesquels nous sommes invités. Et nous serons présents, oui. D'accord. Et en tant que consultant en patrimoine et paysage culturel, vous trouvez que notre musique est valorisée dans notre pays? C'est une grosse question que vous posez là. Si la musique, elle est valorisée, oui, elle est valorisée par les acteurs qui les portent. Vous voyez, elle est valorisée par les acteurs qui les portent. Il faut qu'il y ait un effet de contagion beaucoup plus important pour lui donner encore plus de lettres de noblesse. Donc ça, c'est ce qu'on peut souhaiter. C'est ce qu'on peut souhaiter. Et on va peut-être nous dire que la musique également, c'est un patrimoine culturel matériel. Lorsqu'on parle des supports et tout, mais nous allons parler du côté immatériel de la chose. Comment, selon vous, peut-on valoriser notre musique? Disons que je vais partir d'un propos du documentaire de Eric, notamment Hector Rompert, qui qu'on a eu d'ailleurs à travers le reportage. Voilà, qui disait que la musique, en fait, est une économie d'échelle, c'est-à-dire il y a une économie d'échelle derrière la musique. Et quand on le voit, on voit de près, on peut dissocier à plusieurs niveaux. Par exemple, l'économie qu'on peut faire sur le produit musical dans le cadre d'un festival, dans le cadre d'un carnaval, dans le cadre d'un spectacle live, d'un spectacle playback, et sur le marché du disque. D'accord. Donc, on peut serrer tout ce que l'on peut gagner à travers donc, la musique. À ces différentes échelles-là. Et effectivement, il y a un dernier pan qu'on ne perçoit pas souvent, c'est aussi le pan et l'enjeu patrimonial de la musique. Et c'est là-dessus peut-être que je vais m'appesantir parce que cet aspect devient un peu la base, la cour arrière qui sera un peu le temple et le gardien de ce savoir-là. Et la musique vue sous l'angle patrimonial ou sous le prisme patrimonial peut être perçue en fait comme dans ces différents éléments, le son, l'ensemble des supports
qui permet de diffuser le son, et les accoutrements, l'habillement qu'on peut avoir dans un rythme ou dans un autre. Vous voyez, quand je parlais de support, je parlais des instruments de musique qu'on utilise, et éventuellement des partitions. Bon. Et donc, on peut imaginer, puisque actuellement il y a beaucoup de mixité culturelle, et donc il faut arriver à un moment donné à se dire où est la souche, d'accord, et à partir d'où on a commencé par faire d'autres ancrages à la souche. Et donc, l'enjeu du patrimoine au niveau de la musique permettra justement donc de conserver cette souche-là, de la conserver précieusement, parce que l'âme de la musique béninoise, elle est là, elle sera là. Et donc, c'est comment conserver l'âme-là pour que, avec ces brassages, ces métissages culturels et ces métissages de la musique, qu'on en arrive à un moment donné à se dire, voilà la part du béninois qui est rentrée dans la musique à tel niveau. Voilà la part que le Bénin a emprunté à X, Y, autre musique d'un autre pays. Et donc, il faut voir la chose peut-être sous la dimension musée et pathothèque, c'est-à-dire la pathothèque, ça nous renvoie un peu à c'est comme une bibliothèque de partitions, en fait, les partitions, les notes musicales, couplées un peu à la dimension musée où on peut sentir le rythme, on peut vivre le rythme à travers les bornes qu'on va installer pour pouvoir diffuser ces sonorités-là. Et on peut aussi avoir des instruments, d'accord, qui rappellent ces sonorités-là. Parce qu'il faut savoir que avec la modernité, les instruments aussi connaissent beaucoup d'améliorations. Et donc, il y a les anciens, les instruments d'entretemps qui sont de moins en moins utilisés ou sont améliorés. Donc, il faut pouvoir montrer l'aspect physique de l'objet qui sort le son et ce qui est fait du son lorsque l'instrument est fait. Donc, il faudra le montrer peut-être dans une bonne scénographie, dans un espace. En plus maintenant de l'accoutrement, c'est-à-dire une certaine sonorité, danser sur un certain rythme va avec un certain accoutrement. Voilà. Et donc, il faudra synchroniser en fait tout cet ensemble-là pour garder précieusement l'âme de la musique béninoise. Et je ne vous arrête pas, vous dites qu'il faut peut-être déjà aller à la souche. Voilà la souche même là. Il faut repartir au Adjahoui et tout. Oui, pourquoi pas. Il faut aller là, s'il faut reculer aller plus loin que ça, en arrière pour percer. Je pense qu'on a un travail, il faut faire ce travail-là. Sinon, la jeunesse qui prend la musique va prendre ça à l'envol et donc on n'aura pas tout le recul nécessaire pour savoir où est ma part. C'est-à-dire, quelle est la valeur ajoutée béninoise? Qu'est-ce que je dois continuer à garder? Et ça, c'est vraiment important. C'est faire la musique pour de la musique, non. Il faut faire de la musique. C'est ce qui se passe apparemment aujourd'hui. On fait de la musique pour faire de la musique. Oui, parce que justement, les bases de référence de cette ancienneté musicale ne sont pas bien ficelées. Donc on peut se verser dans tout et n'importe comment. Vous avez des gens, par exemple, qui ont tendance à imiter les accents d'autres pays, à imiter des rythmes, à imiter des styles, en ne sachant pas peut-être que chez eux-mêmes, il y a certaines choses qu'on a laissées, qu'il faut ressortir, revaloriser dans la musique.
la musique, il y a des effets de mode. Hein. Il y a un moment où certaines choses ont de la valeur, mais il y a un moment où les vieilles choses reprennent le dessus. Donc, il faut savoir aller donc dans la base et de temps à autre puiser. Il n'y a rien de nouveau qui se crée. Voilà, un peu comme, je prends l'exemple de Willy Millon qui parle de Kosso aujourd'hui, et quand vous lui posez la question, il dit que, bon, le Kosso, ça vient du bon. On danse ça réellement effectivement comme si on danse le bon. Donc, il a inspiré ça, il a eu son inspiration certainement de la source, de la tradition. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, c'est que la musique cessera d'être juste de la musique qu'on chante pour passer un message ou adoucir Non, la musique va alors prendre l'âme historique, c'est-à-dire que derrière une chanson, derrière un rythme musical, on va raconter l'histoire des descendants qui ont pratiqué cette musique-là, qui ont eu ces rythmes, comment ils les dansaient, comment ces rythmes-là ont évolué dans le temps. Et donc, ce ne serait plus juste une découverte musicale, mais ça va être une découverte même d'identité à travers la musique. Et donc, c'est cette réappropriation de la musique-là qu'il faudra en fait mettre au cœur du nouveau dynamisme qui est en cours actuellement. Voilà, et parlant même du dynamisme, on constate que le ministre actuel est très dynamique de la culture. Comment doivent-ils s'y prendre, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, pour valoriser notre patrimoine culturel immatériel, la musique? Bon, vous me posez une grosse question. Non, faites-leur des propositions. Oui, les propositions ici sur le plateau, je pense que ça va peut-être pas être trop efficace. Mais ce que je sais, il y a un cap qui est dessiné, il y a une vision et portée par les acteurs. Même si quelquefois on n'est pas dans le secret des dieux pour savoir où la vision elle est conduite, mais on sait quand même, on sent que vous n'êtes pas sans savoir que dans le dernier Conseil des ministres, on a parlé des classes culturelles, et donc dans ces classes culturelles, c'est beaucoup de disciplines culturelles qui sont mises au cœur de ces classes-là. On a même eu Vovo Villop hier qui a également notifié qu'il a un projet où on va apprendre aux enfants, aux élèves à jouer les calebasses dans l'eau. Je ne sais pas comment on appelle ça chez nous, mais il y a quand même cet instrument-là. Les calebasses qui sont dans l'eau avec 2 bâtons, on a de la musique et tout. On va leur apprendre ça également à l'école. C'est déjà un pas. Oui, je pense que oui, c'est le pas à faire, parce que si on se met sur le pan conservation, promotion culturelle, il y a là derrière aussi l'éveil culturel. Et donc ces activités d'éducation à la culture sont vraiment des bases. Quand on parle même on parle du savoir théorique qu'on reçoit à l'école et autres, mais ces savoirs, normalement, dans d'autres cultures, ne se font pas ex nihilo, ne se font pas sans la culture. Elle est là pour éveiller, pour donner un certain nombre d'aptitudes aux enfants. Donc, ce n'est pas quelque chose de trop ni de superflu. Et l'État gagnerait beaucoup à investir dedans. Et c'est là l'importance de ce qui se fait ou ce qui est prévu qui va être fait à travers les classes culturelles. Et donc, nous sommes tout à fait contents qu'il y ait une telle initiative et donc nous le soutenons fortement. Voilà. Vous soutenez fortement et il y aura également une veille citoyenne pour voir si tout ce dont on a besoin pour faire de la musique béninoise, de la vraie musique, tout y est, tous les ingrédients y sont pour faire réellement de la musique béninoise la vraie musique, n'est-ce pas? Vous n'allez pas soutenir juste pour soutenir un soutien politique.
Merci beaucoup, monsieur Achille Zohou. Vous êtes consultant en patrimoine et paysage culturel. Avec vous, on a donc parlé de la musique, quels moyens mettre en place, quel mécanisme pour faire de ce patrimoine culturel immatériel un patrimoine culturel qui peut également participer au développement de notre pays. Il faut donc valoriser notre patrimoine culturel immatériel qu'est la musique. Et ce sera tout pour Horizon Culture. Merci. Bon retour chez vous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Ma langue me joue de sale tour ce soir. Ça peut paraître comme un signe de fatigue, mais on va tenir le coup, mesdames et messieurs. Mais en attendant, nous allons prendre une courte pause. On va revenir pour suivre le journal. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants, le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Que qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent, qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24 tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller.
vous aurez à suivre ces différentes émissions si vous êtes calé sur Bénin Business 24. À présent, il faut dire, vous le savez, il est 19h45. Ulvaeus Balogun est de l'autre côté de la rédaction. Il nous attend. On va lui retourner l'antenne pour suivre le journal. À tout de suite. – 19h45, bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Les détenus des maisons d'arrêt et prisons du Bénin peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils bénéficient depuis peu de matériels médicaux devant faciliter leur prise en charge médicale. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui considérées comme un étran efficace pour accélérer la transformation du secteur agricole. La finance digitale pour accroître l'agriculture, on en parle. On connaît son pouvoir déodorant, mais elle a aussi de nombreuses autres qualités qu'on lui connaît très peu. À suivre les bienfaits de la pierre d'Alain. En information brève, il est à retenir que le secteur éducatif est en pleine réforme. Après les résultats jugés catastrophiques de cette année, le gouvernement a décidé de la création du Conseil national de l'éducation, une institution chargée entre autres de veiller au bon fonctionnement du système éducatif national, en l'occurrence des secteurs publics et privés. Son champ d'action recouvre tous les ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur et son champ thématique s'étend à l'accès à l'éducation pour tous, aux règles juridiques, normes techniques et standards applicables au système, à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'éducation, au financement du secteur et à l'approche qualité du système. Les technologies de l'information et de la communication et l'agriculture peuvent-elles aller de pair? À l'évidence, oui. Et déjà, les financiers encouragent la digitalisation des chaînes de valeur agricole pour donner une plus-value au secteur. La finance digitale au service de l'agriculture, c'est un reportage signé Ramatoulawani, Herman Rodrigue Amégan. Aujourd'hui, presque tout le monde dispose d'un smartphone ou même d'un simple téléphone portable. Ces appareils de communication servent aussi à avoir accès à des plateformes de services financiers. En langage technique, on parle de finance digitale, c'est-à-dire que le téléphone portable devient une sorte de banque. Cette révolution numérique peut impacter positivement l'agriculture quand on sait s'y prendre. La digitalisation des chaînes de valeur agricole se présente donc comme un levier à actionner pour de meilleurs résultats dans l'un des secteurs considérés comme porteurs de richesse. La digitalisation de la chaîne de valeur agricole, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur agricole de pouvoir avoir un instrument, un compte digital qui leur permettrait de faire des services, d'avoir accès à des services financiers classiques, de pouvoir déposer de l'argent, sécuriser leur argent. Nous savons tous le risque qu'il peut y avoir avec de l'espèce lorsqu'on est en déplacement dans certaines zones. De pouvoir aussi gagner du temps en faisant des transferts et ne pas avoir à se déplacer dans un point et attendre pendant longtemps. Ça leur permet aussi, dans des marchés plus avancés, d'avoir même accès au crédit et d'avoir accès à l'assurance. Imaginons un personnage fictif comme Sabine, spécialisée dans la production de l'ananas. Grâce à son téléphone portable, elle peut être mise en relation avec de potentiels clients, mais également avec des services financiers pour avoir des crédits et fructifier son activité. Les plateformes financières ont, semble-t-il, déjà cerné le bien fondé de la digitalisation des chaînes de valeur agricole et s'en servent même déjà. Il y a 2 ans, au niveau du Bénin, l'adoption de la finance digitale était à peu près à 2%. Aujourd'hui, elle a plus de 30% de la population adulte qui utilise les services financiers mobiles. Et nous voyons un engouement des institutions de microfinance qui s'impliquent dans leur transformation digitale. L'agriculture est le socle du développement et partant de là, tout financier, toute institution financière a intérêt à financer l'agriculture. Il faut financer depuis la semence jusqu'à la consommation, jusqu'à la table du consommateur. Et nous nous positionnons au niveau de la transformation. Et
Les techniques de transformation ont besoin de financement. Il faut équiper les producteurs pour mieux transformer, pour ajouter de la valeur à la production. Et c'est dans ce sens que nous mettons nos financements en place. C'est donc une opportunité pour booster un secteur primaire du Bénin encore embryonnaire, mais qui emploie pourtant une main-d'œuvre non négligeable. Bonne nouvelle pour les maisons d'arrêt et prisons. Elles ont été dotées de matériels médicaux. Un geste salvateur qui vise à améliorer les conditions de vie et notamment de prise en charge médicale des détenus. De quoi est constitué cet équipement et quel en est le coût global? Des détails avec Gilles Cedro, directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Il est au micro de Marcel Arossi. Tous les matériels remis avoisinent 85 millions de nos francs CFA payés par le budget national. Évidemment, c'est des matériels médicaux qui seront répartis dans les 11 infirmeries pénitentiaires pour humaniser davantage les soins de santé donnés à nos personnes privées de liberté. Un ensemble de matériels médicaux constitués de lits, de poupinelles, de bonbonnes de gaz à oxygène, de tout ce qui peut agrémenter un plateau technique dans une infirmerie. Il est à retenir essentiellement que des avancées sont faites, que des progrès ont été réalisés en matière de respect des droits de l'homme, en matière de respect de la déontologie et de l'éthique dans le traitement des personnes privées de liberté et de leurs visiteurs. Le tourisme, axe stratégique de développement, est un secteur qui draine autant de nationaux que d'étrangers. Le Bénin d'ailleurs ne déroge pas à cette règle et le secteur touristique s'allie de plus en plus avec l'hôtellerie et la restauration pour offrir des conditions optimum aux touristes. Eman Rodrigue Amégan revient pour nous donner plus de précisions. Juste un sac à dos, parfois une petite valise et le touriste va à la conquête du monde. Visiter, échanger, consulter, découvrir, manger, dormir, son séjour se résume généralement à cela. Au Bénin, le tourisme génère environ 2,6% du produit intérieur brut et fournit à peu près 5,6% de la totalité des emplois. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration y prennent une part prépondérante. Le secteur de l'hôtellerie consomme beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les métiers porteurs, il y a beaucoup de ces métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie, notamment le tourisme. Quand on prend une période de 6 mois, en dehors des offres d'emploi relatives au commerce, à l'industrie et aux autres secteurs, l'hôtellerie occupe une grande partie. C'est un secteur qui est promoteur d'emploi. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est-à-dire le tourisme était malade depuis l'indépendance. Selon les chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, 12% des offres et opportunités reçues pour le compte de l'année 2017 dans le littoral relèvent du domaine du tourisme et de la restauration. Les données sont presque élogieuses, mais il ne faut pas pour autant s'extasier. La formation reste une priorité afin de répondre aux standards internationaux. Il faut dynamiser ce secteur-là en formant énormément les gens, parce que rien ne vaut la formation. Si vous êtes formé, vous trouverez à faire la restauration, la cuisine, l'hébergement. Ça s'apprend. Et il y a une manière d'accueillir la clientèle. Si vous êtes bon, vous trouverez toujours les preneurs. Nous limitons à préparer tout simplement et à le jeter. Ça ne donne pas envie, ça ne pousse pas le touriste à aller découvrir, à vouloir même goûter. Donc à ce sujet, les ateliers de formation, la formation de nos cuisiniers sur l'aspect présentation, l'aspect diététique, leur mettre dans la tête qu'il faut limiter l'utilisation d'épices, de gras, de sucre et tout le reste. Le gouvernement du Bénin a défini le tourisme comme un des axes stratégiques de développement. L'idée est de présenter le pays comme une destination touristique privilégiée. Ces projets devraient représenter un investissement de 685 milliards de francs CFA et créer plus de 150 000 emplois, des emplois qui boosteront à coup sûr l'effectif des hôteliers et restaurateurs.
On parle à présent du sidaquin, la pierre d'Alain, connue pour ses nombreux usages. On connaît son pouvoir déodorant, mais cette pierre cristalline permet aussi de traiter l'eau. Les secrets de la pierre d'Alain, tour d'horizon avec Armel de Soukago. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit, quand l'eau est un peu sale là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les vers dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escargot, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour leurs toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alain. La pierre d'Alain n'a pas de propriétés pour éliminer les bactéries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre. Parce que justement les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre précieuse, l'Alain règle beaucoup de problèmes. Mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Finissons ce journal par une nouvelle brève. Au Burkina Faso, le Centre africain de veille et d'intelligence économique organise un séminaire international de formation du 9 au 12 octobre prochain. Une session de haut niveau qui devrait attirer les cadres du public et du privé provenant de plusieurs pays en proie à l'exacerbation de la concurrence internationale. Selon le président du centre, cette session de formation de haut niveau est la première du genre en Afrique de l'Ouest. Elle traitera des méthodes et outils de surveillance, de collecte, de traitement, de diffusion, de sécurité et de l'usage stratégique du renseignement économique sur les marchés africains. Voilà donc qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Ilvaus Balogun. Bonne soirée et excellent week-end à vous. Alors, mesdames et messieurs, à présent, nous allons suivre l'actualité sur la toile. La douane béninoise réalise un nouvel exploit en saisissant des liasses de faux billets de plus de 100 millions de francs CFA. Selon les agents de la douane de Sémé-Craqué qui ont interpellé l'individu, il avait en sa possession plusieurs faux billets de 10 000 francs CFA. La même source nous apprend que les billets étaient cachés dans les cartons de produits manufacturés en plusieurs lots. Le faussaire est déjà déposé au commissariat pour les poursuites judiciaires. Restons au Bénin avec le nouveau procureur de la République qui, à peine installé, se lance déjà le défi d'assainir le milieu des réseaux sociaux. Ce combat contre les intoxicateurs tapis dans le rang des web activistes et blogueurs est l'un des points clés du cahier de charge de Mario Pierre-Cécile Métonon. Il sera donc question pour lui d'investir davantage les réseaux sociaux et s'autosaisir de certains cas pour mettre de l'ordre dans cet espace de liberté que d'aucuns transforment en lieu de diffamation avec des publications mensongères. Autre information, les changements climatiques remettent en cause la viabilité de nouveaux barrages en Afrique australe et orientale. Face à la volonté des gouvernements des États d'Afrique australe et orientale de doubler leur capacité hydroélectrique d'ici 2030, les scientifiques recommandent la réalisation d'études sur de potentiels risques d'assèchement de ces barrages. Construire ces nouveaux barrages serait mal avisé à cause du réchauffement climatique. Si les effets du phénomène météorologique El Niño, survenu entre 2015 et 2016, se sont fait ressentir sur l'ensemble des régions, avec un ralentissement significatif des économies touchées, les études portent à croire que les phénomènes à venir seront sévères.
Pour finir, l'agence Ecofin nous apprend que la Chine lance un programme pour former les jeunes africains dans l'agriculture. Dénommé Programme du leadership de la jeunesse dans la coopération agricole Sud-Sud et de la ceinture et la route, cet atelier s'inscrit dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. Il se tiendra les 3 et 4 septembre prochains à Beijing en Chine. Au total, 30 jeunes venant de 20 pays environ bénéficieront de cet atelier. Ce programme vise la consolidation des liens entre l'Afrique et l'Empire du Milieu. Selon les statistiques de la FAO, pour l'année 2017, 224 millions de personnes souffrent de sous-alimentation sur le continent, ce qui représente un peu plus de 25% des 815 millions d'êtres humains souffrant de la faim dans le monde. Merci Yasmine Damanta pour l'actu web. Mesdames et messieurs, avant de prendre congé de vous, parce que c'est tout pour le grand rendez-vous de ce soir, je vous propose de suivre un rappel les prévisions météorologiques. Et voilà, nous sommes 31 août 2018, c'est le dernier jour du mois d'août. C'est également le dernier numéro du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine et pour le compte de ce mois. Et c'est d'ailleurs terminé. On vous remercie pour l'attention, mais surtout, sachez que si vous faites face à des difficultés actuellement, ne vous découragez surtout pas, car c'est souvent la dernière clé qui ouvre la porte. Donc, la solution n'est plus loin.